Le 5 avril 2023 est une date historique, aussi bien pour l'industrie du jeu vidéo que pour le cinéma d'animation, puisqu'il s'agit de la sortie tant attendue du film Mario réalisé par le studio Illumination. Au vu de sa communication stratosphérique et de l'engouement de tout internet, le film s'annonce déjà comme l'un des futurs plus grands cartons de l'histoire du box-office mondial. Et pour cause, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Mario, le symbole même du jeu vidéo grand public avec des aventures qui nous bercent depuis 1981. Et quand on fait un bilan sur l'histoire du jeu vidéo, notre cher plombier n'a pas eu beaucoup d'adaptations en film ou en dessin animé. Alors si on pense à des adaptations de Mario, on connaît surtout l'horrible film de 1993 et le Super Mario Bros. Show. Mais il y a eu aussi beaucoup de dessins animés japonais assez obscurs et quelques cartoons américains. Contrairement aux dessins animés Sonic que j'ai dévorés dans mon enfance, bien je n'ai pas très bien connu tous ces dessins animés Mario. Et je me suis dit que ça serait une expérience intéressante de vous faire une rétrospective de toutes ces œuvres et de vous donner mon avis avec un œil de Yoshi aguerri. Est-ce qu'il y en a qui valent le coup, bien méritent-ils de rester dans l'oubli? Eh bien c'est ce que nous allons voir ici. Donc comme à la manière des dessins animés Sonic à l'occasion de l'avènement de ce nouveau film Mario, nous allons remonter le temps de 30 ans en arrière et revenir sur toutes les adaptations du plombier dans l'histoire de l'animation. « 1985 est une date importante dans l'histoire du jeu vidéo, puisqu'après des années compliquées chez Atari avec le fameux crack de 83 qui aurait pu signer une fin prématurée du JV, c'est la naissance du tout premier jeu d'aventure Mario sur NES et Famicom. Symbole d'une renaissance totale et véritable coup d'envoi auprès d'un marché grand public. Suite à ce succès retentissant du plombier qui enregistrera plus de 50 millions de copies vendues dans le monde, Nintendo se dit qu'il serait intéressant d'adapter ce nouvel univers dans l'animation. C'est pourquoi ils vont faire appel au studio Grouper Productions pour réaliser un long métrage d'1 heure basé sur le tout premier jeu Mario. Le film sortira une année plus tard en 1986 et s'intitulera Peach et Hime Kyushchudai-Saxen qu'on peut traduire par La grande mission pour sauver la princesse Peach. Concernant l'histoire, alors que Mario était en train de jouer à la console en pleine nuit, il va être témoin d'un phénomène bizarre où une princesse et plein de créatures sortent de sa télé et viennent semer la pagaille chez lui. Après un vacarme pas possible, tout semblait se calmer jusqu'à ce que le roi des Koopas vienne kidnapper la princesse Peach. C'est cet horrible bossoir, je le reconnais! Et devinez quoi, la princesse demande à Mario de venir à sa rescousse. C'est pourquoi avec l'aide de son frère Luigi, ils partent à l'aventure, rencontrent un vieux sage sur leur chemin qui leur dit qu'ils auront besoin d'un champignon, d'une fleur et d'une étoile pour terrasser Bowser, et devront faire vite pour stopper un mariage qui se prépare entre la princesse et le roi des Koopas. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que comme l'univers de Mario n'était pas encore très développé en 1986, le long métrage prend beaucoup de liberté pour approfondir le lore de Mario, tout en étant extrêmement fidèle au jeu d'origine, ce qui fait qu'on remarque plein de choses un peu différentes et étonnantes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, Mario et Luigi ne sont pas encore plombiers mais tiennent ici une épicerie, Luigi ne s'habille pas encore en vert mais en jaune et bleu, et Bowser ne s'appelle pas encore Bowser mais simplement Roi Koopa. Et on apprend notamment que ce dernier a déclaré la guerre au royaume champignon et qu'il a transformé tous les habitants en briques, en créatures ou encore en plantes. Ce qui signifie concrètement que quand vous jouez à Super Mario Bros sur NES, tous les blocs que vous croisez et tous les ennemis que vous combattez ne sont en réalité que des pauvres Toads qui ont été transformés par Bowser. Ce qui est affreusement terrifiant quand on comprend l'envers du décor. Mais si on revient sur des éléments plus joyeux, eh bien il y a absolument tous les ennemis iconiques du premier jeu Mario. Les Goombas, les Koopas, les plantes piranha, la Kitu, les Bloops, les Chip Chip ou encore les frères Marteau. Si tant est qu'on ait joué au premier jeu sur NES, on n'est clairement pas déboussolé par les différents personnages qu'on rencontre dans le film. Sachant qu'en plus de ça, la plupart des bruitages et musiques sont directement issus du jeu, donc de quoi s'immerger complètement dans le film si on est déjà fan du jeu de base. Avec tous ces clins d'œil sympathiques, on pourrait se dire que le film paraît plutôt prometteur. Mais cela va peut-être vous surprendre, mais je n'aime pas du tout ce premier film, car il possède à mon goût énormément de défauts. Dans un premier temps, parlons des personnages en eux-mêmes. Concernant Mario et Luigi, je ne les trouve pas particulièrement attachants. Mario est un casse-cou qui ne pense qu'à vouloir sauver la princesse, quitte à prendre des risques inconsidérés, et Luigi est un peu plus sérieux, même s'il est complètement obsédé par l'argent, ce qui crée souvent des situations cocasses où sa cupidité lui fait défaut. Et globalement, l'un ne vaut pas mieux que l'autre, les deux frères prennent souvent des décisions stupides, sont souvent tournés au ridicule, et j'ai vraiment du mal à considérer ces deux-là comme les héros de l'histoire, tellement certaines situations sont absurdes. Concernant le roi Koopa, là c'est complètement incompréhensible. Au départ on l'introduit comme une créature terrifiante, tel un Godzilla qui vient semer le chaos, puis quand on le retrouve un peu plus tard dans le film, il est aussi tourné au ridicule, avec une voix qui le décrédibilise totalement, et une attitude qui n'a plus rien d'effrayant. Encore une fois, difficile de considérer ça comme l'antagoniste principal.
Et enfin pour la princesse Peach, disons qu'elle a juste un tout petit défaut, que je vais illustrer ici très brièvement, histoire de vous présenter le problème. Voilà, niveau caractérisation c'est le zéro absolu, et autant vous dire que c'est super insupportable. Mais du coup, il y a un autre problème qui découle avec ces personnages pas du tout attachants, c'est que le film cherche tout le temps à faire de l'humour, quitte à manquer de cohérence. Alors qu'on soit d'accord, l'univers de Mario n'a jamais eu l'intention d'être réaliste ou vraisemblable, mais certaines blagues sont à la limite du mauvais goût, et surtout que la plupart d'entre elles n'ont absolument aucun sens. Tenez, par exemple, à un moment donné, Mario doit récupérer une étoile qui est enfermée dans une palourde, mais il n'arrive pas à l'ouvrir. Et comment va-t-il s'y prendre pour ouvrir la palourde ? Et c'est là le gros point noir de ce film, c'est qu'on a l'impression de regarder un Tex Avery du pauvre, où on assiste juste à une succession de blagues complètement absurdes. Et quand bien même il pourrait y avoir ne serait-ce qu'un minimum d'enjeu ou bien un minimum de danger pour nos deux frères, tout est à chaque fois désamorcé par des gags qui non seulement ne sont pas drôles, mais en plus ruinent totalement le peu d'intensité qu'on pourrait ressentir. Ce qui nous donne un film affreusement creux et hyper ennuyant. Et malheureusement, c'est pas le montage qui va dynamiser le rythme du long métrage. Parce que l'une des pires idées pour rendre le film redondant, c'est de recycler une même séquence toutes les 5 minutes, avec exactement la même musique et la même animation. Non mais surtout que ça raconte rien, si on inclut le générique de fin qui reprend exactement la même formule, on voit Mario et Luigi marcher pendant 10 minutes sans qu'il ne se passe rien. Vu que le film dure 1 heure, c'est presque 20% du film qui est recyclé. Je parle même pas de l'animation qui est parfois minimaliste au possible, ou bien des décors qui n'ont quasiment aucun détail. Alors qu'il y avait pourtant de bons ingrédients à sa portée, ce premier film est un échec total. Gâché par des personnages mal écrits, un humour lourdingue, des situations pathétiques et un rythme mou du genou. D'ailleurs, le film ne sera jamais distribué en dehors du Japon, et c'est peut-être pas plus mal comme ça, car j'aurais du mal à imaginer une VF avec cette histoire aussi bidon. Mais bon, comme il s'agit du tout premier essai que Nintendo ne savait peut-être pas encore dans quelle direction aller, on va dire qu'on pardonne pour cette fois. Allez, quittons cette horreur et passons à l'adaptation suivante. 3 années plus tard, après la mère expérience proposée par Grouper Productions, c'est au tour du studio Junyo d'adapter notre cher plombier. Ils se chargeront de réaliser 3 OAV de 12 minutes où le concept est le suivant. Reprendre des contes traditionnels et les parodier avec l'univers de Mario. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une adaptation de 2 contes japonais intitulés Momotaro et Isunboshi, et d'une adaptation de Blanche-Neige et les 7 nains. Ces OAV s'intituleront Amada Anime Series et seront destinés avant tout aux petits-enfants avec une narratrice en guise de voix off. L'univers est cette fois-ci basé sur Super Mario Bros 3, où on retrouve les enfants de Bowser, avec un design de Mario et de la princesse qui sont un peu plus affinés. Et pour la faire court, ces OAV n'ont absolument aucun intérêt. Là où le premier film servait éventuellement à approfondir le lore de Mario, ici, c'est juste de bêtes histoires abrégées à donf, où on remplace le héros de chaque conte par Mario, avec plein de détails qui sont vraiment très bizarres. Alors j'ai conscience que vous ne connaissez pas forcément les contes traditionnels japonais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous résumer tout ça, histoire que vous puissiez vous rendre compte de la bizarrerie de cette adaptation. Momotaro. Le premier conte est l'histoire d'un bébé envoyé du ciel qui serait né dans une pêche géante. Un cadeau de Dieu destiné à un couple de vieillards n'ayant jamais pu avoir d'enfant. Le jeune bambin fut élevé par ces derniers jusqu'à ses 15 ans, puis prit sa détermination et son sens de la justice et se mit en route pour terrasser le roi des démons afin de ramener la paix dans le pays. Il croit sur sa route un chien, un singe et un faisan qui deviendront ses meilleurs amis, et par leur esprit d'équipe parviendront à triompher des démons et seront reconnus comme des héros de la nation. Une histoire qui daterait du XVIIe siècle et qui serait une allégorie de la guerre vue par les Japonais. L'enfant représentant un leader militaire, les animaux étant des soldats, le couple de vieillards symbolisant le peuple, et les démons pour les ennemis à abattre. Pour ce qui est du deuxième conte, Isunboshi, l'histoire est assez similaire. Sauf qu'au lieu d'avoir un enfant issu d'une pêche, cette fois-ci, c'est un enfant mesurant à peine 3 cm qui aurait été envoyé du ciel pour un couple de vieillards n'ayant jamais pu avoir d'enfant. Ce petit garçon décidera de se rendre à la capitale pour devenir samouraï et combattra un ogre dans un temple en sauvant une jeune fille sur son passage. Une fois l'ogre vaincu, il trouve un maillet magique lui permettant de réaliser n'importe quel vœu, et demandera alors de changer sa taille pour devenir enfin un grand jeune homme, et se mariera avec la femme qui l'a sauvé.
un autre conte faisant l'allégorie de la guerre, et qui sera repris en Occident avec la fameuse histoire de Tom Pouce. Et pour ce qui est de Blanche-Neige, pas besoin de résumer, je pense que vous connaissez tous l'histoire avec l'adaptation de Disney. Maintenant, si on revient à nos moutons, vous remplacez tous ces personnages par des têtes connues dans Mario, et il y a absolument rien qui va. Pour commencer, quand je regarde un dessin animé, je m'attends à voir ce qu'on appelle de l'animation. Mais pas ici. En fait, la forme est tellement minimaliste que vous regardez simplement un truc qui se rapproche plus ou moins du diaporama. Enfin sérieux, soit ça s'enchaîne avec des fondus enchaînés, soit c'est des éléments qui ne font que glisser sur un même plan. Même moi, je suis capable de mieux animer un Tiplouf qui tombe KO. Dites-moi, très cher, n'y a-t-il pas le mot animé dans le dessin animé? Les seules choses qui bougent, ce sont leurs lèvres. À partir de là, vous conviendrez que c'est compliqué de donner des points à l'esthétique ou à l'ambiance, vu que tout est statique au possible, et qu'on arrive même à s'ennuyer dans des histoires qui ne durent qu'à peine 12 minutes, c'est grave. Sachant que si on juge uniquement sur l'adaptation qu'on voit à l'écran, même là c'est très bizarre. Contrairement au premier film qui avait au moins inclus un univers à part entière et repris les bruitages et les musiques du jeu, ici, c'est quoi le rapport avec Mario ? Non, parce qu'à part les personnages qu'on reconnaît, et heureusement, on n'a quasiment plus aucune référence avec les jeux. Pas d'histoire de power-up, de tuyaux, de bruitage sympa, de blocs à casser. Je veux dire, quel intérêt d'adapter des contes pour enfants dans l'univers de Mario si on n'utilise pas justement les codes qui définissent cet univers ? Et quand bien même qu'on souhaiterait s'affranchir des jeux et proposer quelque chose d'inédit, alors expliquez-moi par exemple pourquoi les décors se passent dans une ville futuriste. Les contes de base se passent dans un Japon féodal et il a toujours été question d'un royaume champignon dans Mario. Sachant que si on assume que ça se passe dans une ville futuriste, alors il faudrait peut-être remanier un peu l'histoire du conte de base, non ? Parce que si Dieu envoie un enfant sur Terre, qu'en fin de compte la princesse Peach se fait capturer par Bowser et que Mario doit aller sauver la princesse dans une ville futuriste, je crois qu'il y a des ingrédients qui se mélangent pas ensemble et qui sont un peu hors sujet. Et je précise quand même que ces OAV n'ont pas pour but d'être humoristiques. Donc si le parti pris était de créer un décalage avec un humour absurde qui aurait peut-être éventuellement pu marcher, là c'est même pas le cas. Et enfin, si on rajoute de nouveaux éléments de narration qui sont incohérents avec le conte de base et incohérents avec l'univers de Mario, alors on obtient une des séquences les plus lunaires de l'histoire de l'animation japonaise. Mario, これを持って行ってくれ。この銃は我が家に伝わる家宝の銃じゃ。持って行けば役に立つじゃろう。ありがとう、おじいさん、おばあさん。Voilà, vous ne rêvez pas, c'est bien Mario avec une arme à feu qui part à l'aventure pour sauver la princesse Peach dans un look qui rappelle un certain vétéran de guerre. Maintenant, ça va chier. Et on se demandera même l'intérêt de l'arme à feu puisque Mario ne s'en sert même pas durant le combat contre Bowser. Ou encore, c'est bien connu que dans le conte de Blanche-Neige et les 7 nains, que tout le monde débarque dans le château pour venir casser la gueule à la reine Bowser, que les enfants de la reine se battent avec le prince, que le prince fusionne avec les 7 nains pour devenir surpuissant, et qu'au même moment où Blanche-Neige est sur le point de se faire tuer par la reine, le frère du prince débarque pour sauver Blanche-Neige. Chaque jour, des milliers d'auteurs bourrés écrivent de la merde. Bon, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus, ces OAV sont juste une catastrophe absolue, et y a vraiment rien à en tirer. Ça fait pas honneur au conte folklorique, ça fait pas honneur à Mario, et on se demande juste pourquoi ça existe. Et comme dirait un autre dessin animé... Je trouve que toute cette production est plutôt lamentable. Bon, pour l'instant, 2 adaptations, et c'est vraiment pas glorieux. Mais pour ce qui est du prochain cas, cette fois-ci, ça sera un petit peu plus particulier. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais en 1989, Mario s'est bel et bien essayé dans le genre du film préventif, avec d'ailleurs un mystère qui plane encore aujourd'hui. En effet, voyant que Mario est populaire auprès des jeunes enfants, Nintendo fait appel à la Toei Animation pour commander 2 courts-métrages qui auront pour but de sensibiliser les enfants sur 2 thématiques. L'un étant sur les risques des incendies, et l'autre sur la sécurité routière. Sauf que le souci, c'est que le film sur la sécurité routière est aujourd'hui introuvable sur internet. Alors en farfouillant un peu, on peut trouver quelques petits extraits par-ci par-là, mais pas moyen de mettre la main sur le film en entier dans une qualité correcte. Tout simplement car ce dernier a été édité en très peu de copies et que celle-ci n'a jamais été commercialisée auprès du grand public. Ce sont seulement les écoles japonaises qui ont ce luxe de pouvoir posséder un exemplaire, et comme la plupart des écoles n'ont soit pas conservé la copie de l'époque, ou bien ont décidé de refuser de prêter leur exemplaire pour la diffuser au grand public ou en faire une copie, quasiment personne n'a pu avoir accès à ce court-métrage sur la sécurité routière. Et c'est pourquoi je vais me concentrer sur l'analyse du film préventif sur les risques d'incendie, puisque celui-ci est visionnable sur internet. Ce dernier se nomme Super Mario no Shoubotai, qui se traduit par la brigade de pompiers Super Mario. L'histoire du court-métrage se déroule dans notre monde réel, où on voit 2 enfants en train de jouer à Super Mario Bros 3.
Alors que la mère demande à sa fille aînée d'aller faire des courses, celle-ci voit des feux d'artifice dans le tiroir et se dit que ça serait amusant de jouer avec. Suite à quoi les deux sœurs vont sur un terrain vague pour jouer avec les feux d'artifice, et par inadvertance, elles mettent le feu à une poubelle et commencent à paniquer. Mais heureusement, Mario et Luigi, qui sont ici des pompiers, viennent éteindre les flammes et font la morale aux enfants sur les dangers de jouer avec le feu. Un peu plus tard, c'est le père de famille qui a failli provoquer un drame à cause d'un séisme qui a fait tomber sa cigarette de son cendrier, sauf que, cette fois-ci, c'est les enfants qui font la morale aux parents. La catastrophe a pu être évitée, mais le séisme a provoqué un incendie dans l'immeuble voisin. La brigade Super Mario débarque pour sauver la famille en danger et éteindre l'incendie, puis ils sont acclamés comme des héros, et c'est la fin du film de prévention. Et pour être franc, je vous avoue que j'ai bien aimé ce petit film préventif. Quand on se dit que ça s'adresse avant tout aux enfants, eh bien la formule est plutôt efficace. Le contexte illustré est vraisemblable à la réalité, et utiliser la figure de Mario est habile pour faire passer un message. Le danger du feu est représenté sous toutes ses facettes, que ce soit des enfants qui ne sont pas assez responsables, le père qui fait la bêtise de fumer à l'intérieur plutôt que sur le balcon, ou encore par l'ampleur de la catastrophe naturelle qui peut déclencher des conséquences incontrôlables. Le film met en valeur le métier de pompier, et on comprend qu'il faut faire attention quand on utilise du feu au quotidien. Surtout que, quand on voit Mario et Luigi faire la morale aux enfants, d'un seul coup ça fait super peur, et le message devient alors d'autant plus impactant. 一つ、燃えやすいものの近くではやらない。一つ、水の入ったバケツを用意する。一つ、大人と一緒に、火事はあっという間に命や家を奪ってしまう怖いものなんだぞ。 Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce court-métrage. Quand on regarde un film préventif, on est forcément moins regardant sur la forme, l'animation ou la musique, puisque ce qui compte ici le plus, c'est le message que ça renvoie. Même si pour le coup, je trouve que c'est mieux animé que le premier film Mario, et que l'utilisation de musique classique permet de donner un côté imposant et impressionnant lorsque les flammes sont présents à l'écran. Après, il est vrai qu'on aurait peut-être aimé plus de références au jeu, car on pourrait remplacer les deux frères par n'importe qui d'autre que le message serait exactement identique. Ce qui est assez drôle, car une année auparavant, la Toei Animation aura fait un autre film préventif avec quasiment la même histoire, sauf qu'à la place d'avoir Mario à la vedette, c'est Sangoku qui tiendra le rôle principal, avec des personnages de Dragon Ball qui formeront la brigade de pompiers. Et je sais pas vous, mais je trouve ça méga stylé de voir Sangoku venir éteindre un incendie. Quoi qu'il en soit, on pourra dire que Mario a réussi sa carrière dans le film préventif, tel le Captain America qui aura aussi fait ce tour de force dans Marvel. Salut, c'est moi, Captain America. Mais bon, je crois qu'on s'écarte un peu du sujet. Il est peut-être temps de passer au dessin animé suivant. Si vous pensiez avoir tout vu avec les dessins animés Mario, voici le concept le plus étonnant de toute la liste. Puisqu'en parallèle de la sortie de Super Mario World en 91 sur Super NES, Bandai va réaliser un film Mario éducatif et interactif d'une manière vraiment originale pour l'époque. Car justement, afin de rendre l'expérience interactive, Bandai a sorti en 1988 un accessoire appelé le Télébico, qui n'est ni plus ni moins qu'un téléphone permettant d'enclencher des actions pendant que vous êtes en train de visionner votre VHS. En gros, dans certaines situations, Mario vous passe un coup de fil, vous devez décrocher le téléphone pour répondre à ses questions et taper sur la bonne réponse pour faire avancer l'histoire. Un concept très original mais qui a totalement bidé puisqu'il y aura eu moins de 25 films sortis pour cet accessoire. Et pour ce qui est de l'histoire, ici Mario et Luigi se rendent à Dinosaur Land pour rendre visite à la princesse Peach, sauf que, encore une fois, elle a été kidnappée par Bowser. Nos deux plombiers vont donc partir à sa recherche et faire la rencontre de Yoshi, qui sera d'une aide très précieuse pour sauver les autres Yoshi qui ont été également capturés par Bowser et ses sbires. La narration reprendra globalement la même trame que Super Mario World, avec tout au long du film des séquences où le spectateur devra utiliser le téléphone pour aider Mario, Luigi et Yoshi. Bon, concernant les énigmes, c'est du niveau de la maternelle, ça sera du style quel objet permet de faire de la lumière, quel interrupteur appuyé pour créer un pont, ou encore quel chemin possède le plus de pièces. Que l'on aime ou non, ça rappelle forcément des dessins animés du style Dora l'exploratrice ou la maison de Mickey. Et pour ce qui est du film en lui-même, si on enlève les séquences d'interaction qui ont un peu tendance à tuer le rythme de l'histoire, eh bien c'est vraiment pas mal du tout. On a une ambiance tellement fidèle à Super Mario World qu'on pourrait presque croire qu'il s'agit des cinématiques inclus dans le jeu. C'est hyper coloré, plutôt bien animé, on a enfin un Bowser crédible et sérieux, ainsi qu'une présentation des origines de Yoshi. Des environnements variés, passant par les plaines, le volcan, la maison fantôme, la forêt, et surtout le château de Bowser. On retrouve tout ce qu'on aime dans Mario et c'est clairement l'adaptation qui rend le mieux hommage à son support d'origine. D'ailleurs, si ça marche aussi bien, c'est parce qu'on a enfin une histoire entièrement sérieuse, où les personnages ne sont pas constamment tournés en ridicule. On ressent une véritable complicité entre Mario et Luigi, et c'est agréable de voir ces deux personnages se comporter enfin comme des héros avenants et bienveillants.
Même si Luigi, et c'est dans sa caractérisation, a tendance à être un petit peu plus froussard et à être plus malchanceux que Mario. Alors forcément, on aura un ton très enfantin pour un film éducatif, mais ça a le mérite d'être rafraîchissant quand on voit tous les efforts de Bandai pour créer une expérience unique. On a même le droit à un combat final qui est vraiment cool, tout aussi épique que le véritable dernier combat dans Super Mario World. Et même si ça paye pas de mine, c'est facilement la meilleure adaptation Mario sortie à cette époque. Celle qui est la plus aboutie, avec le meilleur concept et le développement le plus cohérent de ce qu'on peut attendre d'un dessin animé Mario. Malheureusement, et c'est le cas de tous les dessins animés japonais, aucun d'entre eux ne sont exportés en Occident ou aux États-Unis. Ce qui explique notamment pourquoi ces adaptations présentées jusqu'à présent sont plutôt méconnues du grand public, n'étant visionnables que depuis peu sur internet dans une qualité relativement modeste. Cela dit, il n'y a pas que le Japon qui a réalisé des dessins animés sur Mario. Vous les avez peut-être connus dans les années 90, les adaptations les plus célèbres de notre plombier, ce sont les cartoons américains. Ils sont au nombre de 3, et on va à présent se pencher sur chacun d'entre eux, histoire de continuer à râler encore un petit peu. Et connais-tu les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo? Et évidemment, quand on parle de dessin animé Mario, celui qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est le Super Mario Bros. Show. Réalisé par la DIC Entertainment, c'est bel et bien le même studio qui a produit les premiers dessins animés Sonic. Et s'il est aussi culte, c'est parce que c'est à la fois le tout premier dessin animé Mario à être distribué à l'international, et qu'il était réputé pour ses séquences en prise de vue réelle, où de véritables acteurs interprétaient Mario et Luigi durant chaque début et fin d'épisode. C'était des petits sketchs un peu kitsch comme la plupart des vieux sitcoms de l'époque, où différentes célébrités intervenaient pour raconter des histoires un peu bidons avec Mario et Luigi. Je dis un peu bidon car ces sketchs étaient clairement nanars, avec un jeu d'acteurs surjoué de ouf et des rires enregistrés à tout bout de champ, alors que c'était pas particulièrement drôle. That's right, I'm serious. Yeah, we fixed this kitchen sink this morning. That's right. Mais passons au vif du sujet. Pour ce qui est du dessin animé en tant que tel, on reprend un peu la formule des aventures de Sonic, où grosso modo, on nous raconte des histoires indépendantes de Mario, Luigi, Toad et la princesse, qui vont vivre une aventure particulière et être confrontés à un moment donné à Bowser, qui va venir chercher des noises pour la plupart du temps venir capturer la princesse. On repart donc sur une série d'aventures dans l'univers de Super Mario Bros 2, ce qui explique pourquoi Toad fait partie de ce dessin animé. Alors on va mettre les pieds dans le plat tout de suite et aborder le gros souci de cette adaptation, c'est que son humour est totalement insoutenable. Pour comprendre à quel point c'est la pire idée, les scénaristes se sont dit tiens, comme Mario et Luigi sont italiens, et si on faisait que des blagues sur la bouffe italienne, ça serait sympa et valorisant pour la culture italienne. Eh bien, je vous laisse juger avec ces quelques extraits. Ah ben moi je suis impatient d'être assis devant un plat de spaghettis. Oh, mais ne t'inquiète pas tant, Mario, on arrivera juste à temps pour le dîner. Et là où il y a des abeilles, il y a des raviolis. C'est cet imbécile de plombier macaroni. Je débouche des éviers depuis que je suis en âge de manger des tortellini. Bon, autant vous dire que c'est peut-être un petit peu abject et de mauvais goût, qu'on tire tout le temps sur la corde des stéréotypes, et que les gens doivent être contents de voir Mario être caractérisé comme un gros lard qui ne pense qu'à manger. Enfin plus sérieusement, quitte à dénaturer le personnage, pourquoi l'avoir fait sous cette forme? On serait dans de la parodie, comme le fait par exemple le youtubeur SMG4 avec des histoires complètement déjantées dans l'optique de rendre le personnage de Mario complètement débile, ça pourrait marcher. Mais là, on part sur les grandes aventures de Mario, ça essaye de mêler sérieux et comédie, mais c'est totalement contre-productif. Qui va s'identifier à Mario? Sans exagérer, il a exactement les mêmes caractéristiques que Garfield. Décidément, il n'a aucun goût. Bon, d'accord, si on fait abstraction de l'humour qui est effectivement un poil dérangeant, qu'est-ce que ça donne du côté des autres personnages? Ben, ça vole pas haut non plus. On retrouve Luigi qui est toujours beaucoup plus froussard que son frère, à tel point que ça en devient vraiment pathétique par moments. Mais je ne peux pas traverser le pont-levis, et j'attends un bébé. Allez, T'es sérieux là? Toad ne sert à rien, si vous le détestiez déjà dans les jeux vidéo, là on atteint clairement l'Oscar du plus pitoyable personnage. Sa présence n'est là que pour faire des blagues qui sont vraiment pas drôles et rappeler aux spectateurs à quel point il est faible et insignifiant. Oh regardez ça, j'avais encore rarement vu une gorge aussi profonde dans ma vie de champignon. Attendez, il vient de dire quoi là? Gorge aussi profonde, gorge aussi profonde, gorge aussi profonde. La princesse Peach en revanche est plus intéressante que dans les jeux, puisqu'elle est la plus intelligente de la bande et qu'elle a le mérite de savoir se battre pour lutter contre Bowser. Et je trouve ça chouette de lui avoir enlevé ce côté un peu nunuche qu'on pouvait retrouver dans les précédentes adaptations. Par contre, Bowser, qui est censé être l'antagoniste principal, le roi des Koopas, le grand méchant de Mario, eh bien, il
est tout simplement ridicule. Déjà parce que son design est un peu caricatural par rapport à ce qu'on a connu dans les jeux, que ses plans sont toujours foireux à tel point que c'est limite ennuyant de regarder les épisodes, et qu'au niveau doublage, j'ai jamais vu un personnage avec aussi peu de conviction dans les intentions. Ça, c'est l'un des grands avantages d'être un méchant, on dit n'importe quoi. Et vu qu'on parle doublage, c'est aussi un souci du dessin animé, parce qu'autant le timbre de la voix colle à peu près pour les personnages principaux, mais autant pour ce qui est de l'intensité et de l'implication, c'est juste catastrophique. Quand on écoute certaines répliques, je me demande même si les comédiens ne faisaient pas de l'improvisation à l'enregistrement, tellement on a l'impression qu'eux-mêmes ne prennent pas ça au sérieux. T'as vu un peu cet endroit, c'est très curieux. Oui, c'est même plus que curieux, c'est drôlement curieux cet endroit. D'accord, je me tais si tu insistes. Et puis de toute façon, j'ai plus rien à dire alors. Pipicou, pipicou, pipicou. Ah, pipicou, pipicou. Pépéco, pépéco. Je crois que l'expression « parler pour ne rien dire » n'a jamais été aussi vraie que dans le Super Mario Bros. Show. Bon sinon, pour ce qui est des épisodes en eux-mêmes, la plupart du temps on revisite des contes et des histoires connues comme la légende du roi Arthur, Aladdin ou encore Dracula, et c'est toujours une intrigue où Bowser fout le bazar, avec Mario et sa bande qui parviennent à tout déjouer. C'est pas super intéressant, c'est pas très drôle et ça nous introduit souvent des personnages secondaires qu'on va rapidement oublier tellement ils sont stéréotypés et sans saveur. Et encore une fois, on va peut-être dire que je chipote, mais je trouve qu'à cause de ce concept, ça manque cruellement de cohérence, que ce soit pour l'univers du dessin animé ou bien pour les jeux dont c'est inspiré. Je veux dire, quel est le rapport entre Mario qui joue au cow-boy, qui fait du karaté, qui va dans l'espace, qui fait des courses de BMX ou encore qui se prend pour Sherlock Holmes? Si encore c'était justifié par le fait que ça se passait au royaume champignon, je veux bien, mais là ça nous raconte des histoires où ça se passe encore dans le monde des humains. Tantôt c'est dans un univers fantastique, tantôt dans un univers historique, et puis à force on s'y perd et ça donne quelque chose de vraiment décousu. On a du mal à se plonger dans les épisodes vu qu'ils n'ont aucune cohérence les uns avec les autres et vu qu'ils n'ont aucun rapport avec les jeux Mario. En fait, il y a un truc bizarre qui ressort dans ce dessin animé, c'est que tout est tellement mal fait, tout est tellement bidon, qu'on en arrive à rigoler à cause de son ton nanar qui s'en dégage. Il y a tellement de répliques improbables et tellement d'absurdités qu'on se demande vraiment si on regarde un vrai dessin animé sur Mario. Et du coup, je ne saurais pas trop dire si j'apprécie ou déteste cette adaptation. Objectivement, il y a clairement trop de défauts pour considérer ça comme un bon dessin animé, et en même temps, faut avouer que ça reste le tout premier dessin animé Mario que les gens ont connu. En dépit de tous les problèmes qu'on a cités, je dois quand même vous avouer que j'ai eu quelques fous rires, même si c'est pour des mauvaises raisons. Il y a tout de même 52 épisodes à se mettre sous la dent, donc si vous avez du temps à perdre et que vous avez envie de débrancher votre cerveau à travers les aventures les plus nulles de Mario, vous pouvez éventuellement tenter le coup. À ce niveau-là, je pourrais presque comprendre qu'on soit un minimum attaché à ce dessin animé, même si, attention, je ne le porte clairement pas dans mon cœur. Car à pas grand-chose près, j'aurais pu placer cette adaptation au même rang que Sonic le Rebelle. Ce qui n'est clairement pas un compliment au vu du désastre qu'était Sonic le Rebelle. J'aurais préféré ne pas me souvenir de cette immondice. Quand on est beau de nature, pas besoin de soigner son look. Toujours réalisé par la DC Entertainment, un deuxième dessin animé basé cette fois-ci sur Super Mario Bros 3 sort un an après le Super Mario Bros Show. Et pour le coup, pas mal de changements vont opérer car on supprime les sketchs avec les véritables acteurs et on ne conserve ici que les séquences en dessin animé. Globalement, la formule reste la même, ce sont toujours des aventures qui se regardent de manière indépendante entre chaque épisode, excepté que comme on est dans l'univers de Super Mario Bros 3, on a l'apparition des 7 enfants de Bowser, ce qui entre de grands guillemets complexifiera un peu les histoires de cette adaptation. Et si le Super Mario Bros Show possédait de nombreux défauts comme on l'a évoqué précédemment, il faut croire que la DC Entertainment en tiendra compte et corrigera la plupart des problèmes pour ce deuxième dessin animé. Le plus gros changement et pour le plus grand bien du spectateur, c'est qu'on abandonne totalement l'aspect comédie et les blagues sur la bouffe italienne pour se focaliser uniquement sur des aventures sérieuses. Ce qui implique par conséquent que les personnages ne sont plus tournés en dérision. Mario et Luigi sont enfin convaincants, Toad devient plus utile et Bowser retrouve sa posture de méchant charismatique. Ce qui passe notamment par un nouveau casting de doublage où les comédiens se prêtent enfin sérieusement au jeu de leurs personnages. Et on va pas se mentir, ça fait franchement plaisir car les blagues sur la bouffe devenaient affreusement lourdingues dans le Super Mario Bros Show. Descends de mon trône, petit impertinent. Attention, mesure tes paroles, ex-dirigeant du royaume champignon. Deuxième point qui donne le sourire, c'est que l'univers a enfin de la cohérence.
Les épisodes se déroulent dans le royaume champignon, et quand il est question du monde réel, c'est justifié par le fait que nos deux frères passent à travers les tuyaux de la Warp Zone pour accéder au monde des humains auquel ils sont issus à la base. Ce sont des plombiers qui ont grandi à Brooklyn, et durant leurs activités, ils sont tombés dans ce monde fantastique appelé le royaume champignon. C'était un élément de scénario qui était vaguement suggéré dans le générique du premier dessin animé, mais qui est ici clairement clarifié dans cette adaptation de Super Mario Bros 3. Ce qui fait qu'on retrouve plus facilement ses repères, et qu'on se plonge par conséquent plus facilement dans les différentes histoires. Et grâce à ce changement de ton, on obtient par la même occasion des personnages plus intéressants. Mario et Luigi se complètent beaucoup mieux, et on assiste à une véritable complicité entre Bowser et ses différents enfants, avec lesquels il finira par élaborer des plans plus ou moins sophistiqués. Le seul bémol, et ça reste un peu dommage, c'est que les personnages secondaires sont toujours hyper anecdotiques et transparents. Il faut dire qu'ils ne sont jamais récurrents et qu'ils n'ont pas non plus un chara-design qui les mette particulièrement en avant. On a toujours les clins d'œil sonores avec les musiques et les bruitages qui viennent des jeux d'origine, et on pourrait alors penser qu'on a enfin un dessin animé Mario digne de ce nom. Eh bien, en réalité, c'est coup-ci coup-ça. En fait, même s'il est vrai qu'on a la correction de beaucoup de défauts qui posaient problème dans le Super Mario Bros Show, je dois avouer que je n'ai pas été emballé plus que ça au moment de visionner Super Mario Bros 3. Pourquoi donc? Eh bien, pour une raison toute bête, c'est que je trouve globalement les histoires pas très intéressantes. C'est-à-dire que dans ce dessin animé Mario, on s'attend peut-être à quelque chose d'un peu plus épique, un peu plus intense, ou bien à quelque chose qui approfondit l'univers de notre plombier. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est souvent assez fade, assez prévisible, et ça manque cruellement d'enjeux pour réellement susciter de l'engouement. Parce que dans tous les cas, on sait que Mario finira par déjouer les plans de Bowser et que malgré l'originalité de certains épisodes, on n'aura quasiment aucune surprise durant les différentes péripéties. Dans les exemples, on a Mario qui doit sauver les États-Unis, Mario qui joue au babysitter, Mario qui se dispute avec son frère, ou encore Mario qui voyage à Paris. Les intrigues sont vraiment pas très palpitantes et parvenir à s'ennuyer devant des épisodes qui ne durent qu'à peine plus de 10 minutes, c'est sacrément problématique. Et puis bon, c'est bien beau de corriger des défauts, mais si on en rajoute de nouveaux derrière, c'est franchement pas utile. Non mais faites un effort les gars, c'est quoi ça? Ouais, je suis daltonien. On va pas tergiverser, c'est pas complètement nul, mais c'est loin d'être des aventures légendaires comme on pourrait en attendre. Et comme dirait un autre youtubeur... C'est pas le pingouin de la banquise qui glisse le plus loin, mais c'est pas non plus celui qui glisse le moins loin. Puis après Super Mario Bros 3, eh bien on arrive quasiment à la fin. Il ne reste alors plus qu'une seule adaptation de Mario en dessin animé... Et oui, quoi de plus logique, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, et maintenant Super Mario World en 1991 pour conclure la trilogie des dessins animés de la DIC Entertainment. On est donc de retour sur Dinosaur Land avec la présence de Yoshi, et on joue sur une esthétique préhistorique avec l'apparition d'hommes des cavernes et de décors qui rappellent un peu ceux des Pierres à Feu avec ses maisons en pierre. Mario et Luigi sont globalement les mêmes, la princesse reste cette fois-ci un peu en retrait. Yoshi est un glouton qui passe son temps à vouloir tout manger, et on supprime Toad pour le remplacer par un personnage exclusif appelé Uktar, qui est un jeune enfant des cavernes ayant la particularité d'être sauvage et de ne pas savoir très bien parler le langage moderne. Bowser et ses enfants sont exactement identiques, et au vu des nombreuses similitudes avec Super Mario Bros 3, on pourrait s'attendre à ce que je ne sois pas non plus très emballé par cette dernière adaptation. Et pourtant détrompez-vous, car sans considérer ça comme un chef-d'œuvre, j'ai globalement plutôt bien apprécié l'expérience, et c'est sans doute mon dessin animé Mario préféré. Car effectivement, si sur la forme il n'y a pas de changement très flagrant, c'est sur le fond que ce dessin animé Mario va enfin briller. Parce que si je reprochais à Super Mario Bros 3 d'être affreusement fade avec des histoires sans saveur, Super Mario World excelle avec de nouvelles intrigues beaucoup plus intéressantes. Dans un premier temps, on sent enfin que l'univers est plus abouti, et qu'il se suffit à lui-même. Précédemment, je trouvais qu'on jonglait beaucoup trop entre le royaume champignon et le monde des humains, ce qui donnait souvent des histoires décousues et un peu absurdes. Dans Mario World, tout se déroule entièrement sur les terres de Dinosaur Land, et on joue enfin avec les codes de cet univers préhistorique pour nous raconter des histoires beaucoup plus cohérentes. Par exemple, comme les hommes des cavernes sont des êtres primitifs, Mario va leur inventer la roue pour simplifier leur travail, ou encore inventer le téléphone pour leur permettre de communiquer plus facilement. Bowser lui va tenter des fourberies en proposant différents divertissements, comme l'invention du cirque ou de la télévision, et grâce à ça manipuler le comportement des hommes des cavernes pour les retourner contre Mario, ce qui est plutôt malin. Tout le monde va au château de Mario et Luigi. Capturez-les! Sachant que si la ligne directrice des épisodes est déjà beaucoup mieux ficelée, Super Mario World va rajouter un autre truc que Super Mario Bros 3 ne proposait pas, à savoir des rebondissements. Car oui, pour éviter d'installer une certaine monotonie dans le scénario, il faut des obstacles, des imprévus et donc des rebondissements, et ne pas se contenter bêtement d'aller d'un point A à un point B.
Et pour reprendre l'exemple cité précédemment, Mario invente effectivement la roue dans le but de simplifier le mode de vie des hommes des cavernes et va donc élaborer la construction de véhicules motorisés. Mais les hommes des cavernes ne connaissent pas non plus le code de la route, ce qui va semer un énorme chaos et déclencher un mouvement de colère à l'encontre de Mario. Allons, il faut qu'ils comprennent que les embouteillages font partie du progrès. Ou dans un tout autre registre, Bowser va inventer le concept de fast-food à Dinosaur Land et vendre des burgers par centaines. Mario lui va succomber aux délices de la malbouffe, mais le souci c'est que ces burgers vont transformer les habitants en poulets, ce qui va donc pousser notre plombier à trouver un plan pour détruire le restaurant et rétablir la bonne bouffe. Et ce qui est marrant dans cet épisode, c'est qu'on a même le droit à un message rigolo sur la manière de consommer notre alimentation. Comment ça se fait que tout ce que j'aime pas c'est bon pour moi ? Et que tout ce dont je raffole, c'est mauvais pour ma santé. Et comme les histoires sont mieux écrites avec désormais des rebondissements, on obtient une narration beaucoup plus rythmée et palpitante. Regarder les épisodes de Mario World devient alors un plaisir, et fini le sentiment d'ennui qu'on éprouvait dans les deux précédentes adaptations. Sans compter en prime que si on a le droit à de meilleures blagues, alors vous obtenez sans hésiter le meilleur dessin animé Mario. Et ici la formule miracle pour créer de l'humour, c'est de justement jouer sur les décalages entre le monde moderne et le monde préhistorique. On a une multitude de situations qui sont beaucoup plus terre à terre qu'on ne le croit, et on est alors surpris par l'ingéniosité des différentes intrigues, et de voir que les scénaristes ont pensé à des petits détails qui font toute la différence. On notera également l'effort de la traduction française pour cette adaptation, donnant ainsi des punchlines qui claquent et des répliques vraiment mémorables. Moi je dis, tout comme on n'a jamais assez d'argent, on n'est jamais assez méchant. Je ferai aussi une mention honorable à l'épisode où on nous raconte les origines de Yoshi, car c'est à la fois un épisode très drôle et très touchant, où Luigi recueille l'œuf de Yoshi dans des circonstances alarmantes, et c'est devenu culte avec le fait que Yoshi appelle Luigi tout simplement Maman Luigi. Ce qui nous donne ainsi l'extrait le plus légendaire de toute l'histoire de Mario en version originale. Mama Luigi. Et donc, contre toute attente, j'aime beaucoup Super Mario World. Ce qui est quelque part un peu frustrant car la meilleure adaptation animée de Mario est celle qui possède le moins d'épisodes. 52 pour Super Mario Bros. Show, 26 pour Super Mario Bros. 3 et seulement 13 pour Super Mario World. Tout porte vraiment à croire qu'ils ont réellement fait les deux premières séries à la chaîne et qu'ils n'ont effectivement pas pris le temps de développer l'écriture. Après quoi, nous n'aurons plus aucune adaptation de Mario dans le monde de l'animation pendant près de 30 ans. Et pourtant, avec la sortie de tous les jeux, l'univers plus étendu que jamais et les progrès technologiques, il y aura eu moyen de raconter de nouvelles histoires à travers Mario. Il faudra attendre 2023 pour revoir notre plombier dans un long métrage et rassembler tous les amoureux du jeu vidéo au cinéma. Et comme la dernière fois on m'avait reproché de ne pas avoir parlé de Sonic Prime au moment de parler des dessins animés Sonic, peut-être parce que la vidéo était sortie le même jour où Sonic Prime est apparu sur Netflix, cette fois-ci on va faire les choses jusqu'au bout, et je vais conclure cette vidéo en vous parlant du film Mario des studios Illumination. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, vous allez donc pouvoir profiter de mon avis sur cette toute nouvelle et dernière adaptation sortie à ce jour. Si on cherchait depuis tout ce temps une adaptation digne de ce nom pour notre plombier, on l'a enfin trouvé. Parce qu'après des décennies à attendre une nouvelle proposition artistique, Illumination a mis la barre très très haute pour retranscrire toute la richesse vidéoludique de Mario dans un petit film d'1h30. Je ne vais pas faire durer le suspense, j'ai vraiment trouvé le film extraordinaire. Pour l'histoire, on reste dans quelque chose d'assez conventionnel. Bowser est parvenu à récupérer une étoile de puissance et menace tout simplement le royaume champignon. Sauf que nos deux plombiers qui viennent ici de Brooklyn vont découvrir ce nouveau monde et Mario va devoir retrouver son frère Luigi qui s'est perdu dans celui-ci. Ils vont vivre des aventures hors normes et bon sang, quelle aventure spectaculaire! Ce qui nous saute aux yeux directement, c'est l'esthétique majestueuse du film. La magnifique modélisation de tous les personnages, les effets de lumière, d'ombre, toute la mise en scène qui sublime les scènes d'action. La caméra qui accompagne Mario, aussi bien pour contempler le paysage que pour ressentir cette splendeur sur l'immensité des décors. On vit le danger à travers les yeux de Mario, et on ressent des frissons tellement c'est beau et surréaliste. En parlant de Mario, j'ai beaucoup aimé le traitement de son personnage, car contrairement aux précédentes adaptations qui le caractérisaient comme un héros assez générique, ici il possède une véritable personnalité. Il est loin d'être invincible, au point d'être souvent maladroit, car il découvre pour la première fois le royaume champignon, et doit se familiariser avec les règles de ce nouveau monde. Et présenter Mario pour la première fois avec des faiblesses et le rendre beaucoup plus humain que dans les jeux, c'était un parti pris risqué, mais que j'ai réellement adoré au point de trouver certaines scènes plutôt touchantes quand cela impliquait son frère. Luigi est justement hyper fidèle à celui qu'on retrouve dans les jeux, c'est-à-dire teinté de bonnes intentions, mais très très froussard.
Peach est plus élégante et puissante que jamais, et Bowser est un méchant débordant de charisme qui apporte un petit peu d'humour à sa façon, mais je ne vous en dirai pas plus. Par ailleurs, l'une de mes craintes avant de regarder le film, c'était éventuellement soit d'avoir un humour trop décalé de l'univers Mario, soit d'avoir une overdose de blagues qui aurait pu rendre le film très très lourd. Pour le coup, celui-ci est hyper bien dosé, et je me suis surpris à ricaner à pas mal de reprises, ce qui a réellement favorisé mon immersion. Mais l'immersion ne passe pas que par l'humour, puisque le gros point fort du long métrage, ce sont toutes les références aussi bien musicales que visuelles issues des jeux originaux. Si vous connaissez les musiques et si vous connaissez suffisamment l'univers de Mario, vous serez alors émerveillé d'entendre toutes les réinterprétations des musiques cultes des différents jeux, et également émerveillé de voir tous les clins d'œil plus ou moins subtils des différents éléments qui composent l'univers de Mario. Que ce soit un personnage, un ennemi, un objet ou même un concept de gameplay, le film s'amuse à donner du détail dans chaque recoin, et à nous plonger dans une certaine nostalgie des jeux que nous avons connus. Et même si certains pourront éventuellement se plaindre d'un petit manque d'enjeu dans la narration, ou même d'une conclusion un peu trop prévisible, pour ma part cela ne m'a pas trop dérangé, car le scénario n'a jamais été la raison pour laquelle on jouait à un jeu Mario. En regardant le film, je m'attendais avant tout à un grand divertissement, à une aventure qui en met plein les yeux, et surtout à un hommage à tous les jeux que nous avons pu connaître sur plus de 40 ans d'existence. Et à ce niveau-là, je dois vous avouer que cela a dépassé toutes mes attentes, puisque mon engouement durant toute la séance était au maximum. À la limite, le seul véritable défaut que je pourrais relever, c'est le rythme assez effréné de l'histoire. Car en 1h30, on n'a clairement aucun temps mort, on va toujours à l'essentiel, et cela s'enchaîne très très vite, ce qui m'a donné un petit côté frustrant car l'univers de Mario est tellement riche qu'on aurait aimé que cela dure plus longtemps, et qu'on puisse s'attarder davantage sur le développement des personnages, ou bien sur le monde du royaume champignon. Et en ce sens, le rythme est surtout là pour accentuer l'humour, ou bien pour sublimer les scènes d'action. Ce qui est ici un autre parti pris qui pourra faire grincer des dents, vu que cela appuie notamment le manque d'enjeu narratif et la conclusion prévisible du film. Mais hormis ce détail, nous avons sans aucun doute la meilleure adaptation de Mario à ce jour. Si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous recommander d'aller le visionner au plus vite, car c'est un film qui rend honneur à toute l'histoire vidéoludique de notre plombier. Au pire, cela vous donnera un bon divertissement, au mieux, vous retrouverez cette sensation d'aventure et d'onirisme que seul le jeu vidéo est capable de vous transmettre. Ah, et un dernier truc, les gens qui disent que le film est mauvais ou qui critiquent le scénario, franchement, vous me rendez fou. Je suis sûr que personne d'entre vous n'a vu les précédentes adaptations. Vous avez vu le film de 86? Vous avez vu Mario chez Blanche-Neige? Vous avez vu le Super Mario Bros Show? Et vous allez me dire que le film est mauvais? Vous voulez qu'on se batte? J'ai souffert sa mère pour garder toutes ces œuvres et vous les décortiquer. Ça fait un mois que je souffre pour vous, bande de fils de p***. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. En plus, ça me ressemble pas de péter un câble comme ça. Enfin, je crois qu'il est temps de conclure cette vidéo. Globalement, la plupart des adaptations Mario n'auront pas été une franche réussite. Souffrant souvent de gags un peu abjects, d'histoires insipides ou même parfois d'un peu des deux, on a pourtant vu qu'il était possible de proposer des adaptations innovantes et étonnantes, mais le souci c'est que quand il est question de Mario, on attend bien plus que des films éducatifs ou préventifs. Super Mario World aura pu se montrer un peu plus original sans pour autant nous proposer l'aventure du siècle. Non, s'il y a bien une adaptation qui sort du lot, c'est évidemment le film de 2023. Et à ce stade, c'est assez encourageant car après plus de 40 ans d'histoire, je crois qu'il sera désormais plus simple de réaliser une future adaptation Mario. Il y a tellement de jeux, tellement de concepts et tellement de dérivés que les possibilités sont désormais infinies. Là où les vieux dessins animés étaient dans la tentative de donner une identité à Mario, aujourd'hui tout le monde connaît le plombier. Tout le monde a au moins joué à un de ces jeux et on sait vers quelle direction aller pour raconter de nouvelles histoires. Surtout quand on sait que Nintendo sera désormais derrière la production pour superviser la qualité de ses œuvres. La réussite de ce nouveau film, c'est d'avoir proposé une vision intemporelle de Mario. Je suis prêt à parier que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous nous souviendrons de ce long métrage comme étant la référence des adaptations Mario, si tant est qu'on n'ait pas réussi à faire mieux dans les années qui suivent. Et comme je l'avais dit pour les films Sonic sortis récemment, j'ai été encore une fois agréablement surpris de voir autant de générations réunies dans une même salle. Aussi bien des petits-enfants que des parents, voire des grands-parents, ayant connu l'arrivée des premiers jeux sur NES. En voyant ce phénomène et ayant été bercé par Mario depuis mon plus jeune âge, je n'aurais alors plus qu'une seule chose à dire en attendant la sortie de nouvelles adaptations. Merci Nintendo de nous émerveiller depuis plus de 40 ans à travers vos jeux, et aujourd'hui, de nous émerveiller à travers le cinéma d'animation.